Bonjour. Donc avec cette vidéo, on va discuter de la notation de la France. Je vous rappelle que aujourd'hui, 25 octobre 2024, eh bien c'est Moody's qui doit rendre son avis sur la notation de la France. Alors, c'est une décision qui date déjà d'il y a 6 mois, qui avait été de la part de Moody's de maintenir la France à AA2, perspective stable, donc il y a 6 mois. On peut voir la différence qu'il y a entre Fitch, par exemple, qui vient de noter la France à A-. Je vous rappelle d'ailleurs que normalement, ils auraient dû noter A+. Je vous rappelle, dans leur explication de la notation, il y a le Sovereign Rating Model. Et donc ce SRM a calculé en fait un A+ en réalité, hein, c'est ça le truc. Donc ça veut dire, si vous voulez, que la notation de la France, elle aurait dû passer de AA- à A+. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis AA- avec une perspective négative. Ça veut dire que dans 6 mois, ils se donnent la possibilité éventuellement de mettre ça à A+. La position de Moody's, elle est assez inconfortable parce que si on regarde Standard & Poor's, hein, on est à AA- stable. Donc, si vous voulez, Standard & Poor's est là. Hein. Fitch est là. Et Moody's se trouve en AA2. Donc, c'est un cran au-dessus quand même. Pour Moody's, la qualité, c'est juste un cran au-dessus. Donc, s'il voulait se mettre à la hauteur des autres, en fait, il devrait passer en AA3. Le problème, c'est que il est dans une perspective stable. Hein, il y a 6 mois dans une perspective stable. Donc là, il faudrait qu'il indique les problèmes politiques, hein, la dissolution, parce que c'est pas compris dans cette notation. Il y a l'instabilité politique majeure qu'on voit bien à l'œuvre en ce moment. Hein. Il y a le budget qui a dérapé de manière imprévisible, et c'est un budget qui est, disons, à l'heure actuelle en tout cas, hors de contrôle, hein, puisqu'on n'arrive pas à baisser la dette pour l'instant. Éventuellement, il y aura des décisions prises, mais alors je vais y revenir dessus, hein, on va voir, il y a le 49.3 qui est très important, les étrangers parlent sur ce sujet-là. Je suis pas sûr qu'ils en aient une vision tout à fait exacte, mais en tout cas, ils en parlent. Et donc, Moody's va vraiment avoir beaucoup de mal de pas dégrader la France à 3. Et le problème, c'est, je pense pas qu'ils puissent se contenter juste de mettre une perspective négative. Moi, ça me paraît un peu difficile, alors que les deux autres sont pour Standard & Poor's à A- et pour Fitch à A-, mais sachant que leur modèle mathématique leur a donné A+ quand même. Hein. Donc ça fait quand même une sacrée différence, et il faut pouvoir la justifier. Donc voilà où on en est actuellement. Alors je voudrais quand même, donc Moody's, voilà le site de Moody's, hein, si vous voulez aller voir, donc c'est aujourd'hui, hein, le vendredi 25 octobre 2024. Et puis voilà, ce que je voulais vous montrer en fait, c'est des extraits, on va dire, de ce que pense, donc il y a moins d'une semaine, hein, What is the Risk France 49.3. Et là, on peut lire The use of the article risk societal and political pushback, mass protest. Donc, ça veut dire des manifestations, massives peuvent envahir les rues. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez sérieux. Voilà. Donc, c'est l'extrait. Sans prendre en compte le fait qu'il puisse y avoir une motion de censure, l'utilisation du 49.3 pourrait déclencher
un très large mouvement de protestation anti-gouvernementale. Donc c'est quand même assez sérieux. C'est quand même assez sérieux. Enfin, je veux dire, quelque part, voilà, on est quand même sur des choses assez dures. C'est un peu étonnant parce que, je veux dire, quelque part, le 49.3, maintenant, les gens, ils sont peut-être un peu habitués. J'ai pas vu beaucoup de motivation dans les derniers mouvements, sociaux, on va dire, hein, dans les derniers mouvements politiques, en particulier quand il s'agit de soutenir le NFP. Voilà, les gens se sont pas précipités dans les rues, donc je vois pas, moi je vois pas pourquoi ça serait le cas. Mais voilà, moi je vois pas pourquoi ça serait le cas, mais c'est quand même des idées qui existent dans l'esprit des étrangers, hein. C'est ça qu'il faut voir, c'est ça qui est important. C'est ça qui est important pour éventuellement arriver à comprendre ce qui pourrait se passer pour la note de la France. Donc c'est pour ça qu'un passage de AA2 à AA3 finalement sans changement de direction me paraît quelque chose d'assez possible. Je veux pas jouer non plus Madame Soleil, hein, je veux dire clairement, c'est juste voilà, quelque chose comme ça a rien de prévision. Il faut quand même noter quelque chose d'assez intéressant sur le spread entre la France et l'Allemagne, donc la différence des taux, hein, qui montre la difficulté dans laquelle se trouve la France actuellement. C'est que récemment quand même le spread a eu tendance à un peu se tasser. Alors certes, on est dans des niveaux hauts, hein, mais quelque part, ça n'a pas explosé à la hausse. Donc je dirais que pour l'instant, on va dire que le gouvernement tient à peu près le cap, hein. Il n'y a pas de gros mouvements sur les marchés financiers. Je pense qu'ils ont reçu un peu le coup de massue de la découverte de déficits supplémentaires, de déficits incontrôlables. Je dirais qu'ils comprennent pour l'instant que les mesures fiscales, la rentrée d'argent, les coupures dans les dépenses et tout ça, c'est en train d'être discuté. Donc pour l'instant, bon, il n'y a pas vraiment le feu, hein. Je rappelle encore, hein, je pense que on se méprend complètement quand on compare la France avec la Grèce. Il y a beaucoup de patrimoine en France, hein. Il y a beaucoup de patrimoine. Dans la vidéo précédente, j'ai montré donc les chiffres de la Banque de France. On voit qu'on est à peu près 2000 milliards d'euros, en gros, hein, en arrondissant en très gros, 2000 milliards d'euros de cash en fait dans les banques, etc., de la part des ménages, des particuliers, tout ça. On a sinon 12 000 milliards de patrimoine, sachant qu'on doit à l'extérieur, et en fait c'est ça, hein, qui est compté dans le spread, sachant qu'on doit à l'extérieur 1500 milliards d'euros. Ouais, voilà, en fait il y a quand même largement de quoi. Donc je veux dire, pour moi la seule chose qui mettrait vraiment à risque la dette française, c'est des mouvements sociaux d'ampleur qui ferait que finalement l'État aurait du mal à récupérer l'argent ou ce genre de choses-là. Pour l'instant, on n'en est clairement pas là. Enfin, je veux dire, on n'en est clairement pas là. C'est vrai que il se joue un peu un rôle assez difficile. En fait, le problème de la France actuellement, c'est pas tellement que bien sûr, la dette, tout ça, c'est problématique. On peut pas dire le contraire. Le problème, c'est surtout qu'il y a des jeux d'appareils politiques, des jeux comment dire, d'ambition personnelle à tous les niveaux, dans tous les partis. En plus, c'est ça qui est absolument fou. C'est-à-dire que dans tous les partis, on a des gens qui ont clairement placé leur intérêt personnel à eux, personnellement pour eux, devant tout ce qui pourrait ressembler à l'intérêt d'un groupe ou encore moins de la France. Et donc ça, c'est vraiment ça la catastrophe en fait qu'on peut voir tous les jours
dans les médias mainstream. Alors on essaye de trouver des justifications, des choses comme ça, mais la réalité, elle est bêtement celle-là. C'est juste des gens qui sont assoiffés d'argent et de pouvoir pour eux-mêmes, personnellement, et qui ont à peu près rien à faire de l'intérêt général, que ce soit de leur parti, de leur groupe ou encore moins du pays. Donc ça, c'est vraiment c'est ça en fait la vraie catastrophe. Alors maintenant, est-ce que la perspective d'avoir des taux d'intérêt qui explosent et une défiance généralisée des institutions étrangères remet un peu de calme dans tout ce monde-là? Je pense que oui, parce que si jamais il devait y avoir des problèmes de ce côté-là, à ce moment-là, ça serait plus du tout pareil. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, on a beau se situer à l'extrême droite, à l'extrême gauche ou à l'extrême centre, le problème, c'est que si jamais il devait y avoir un réel problème sur la dette, hein, je veux dire par exemple l'État français en 2025 doit émettre 300 milliards de dettes. Si par exemple il n'arrivait pas à émettre, je sais pas, plus de peut-être 100 milliards de dettes, donc il reste 200 milliards, mais les étrangers veulent pas couvrir ça, par exemple, à ce moment-là, c'est l'argent que peut dépenser l'État qui serait en problème. Donc ça veut dire que le résultat de tout le jeu politique qu'on voit en ce moment, ça serait directement, mais alors très directement, le fait pour l'État de ne plus pouvoir dépenser 1 euro à un moment donné de l'année, de ne plus pouvoir payer les fonctionnaires. Et donc finalement, je pense qu'on comprendrait assez vite quels sont les responsables de la situation. Et je ne suis pas persuadé que les fonctionnaires, quel que soit leur parti politique, apprécient beaucoup ce genre de choses-là. Et je pense que là, pour le coup, ça se passerait nécessairement pas bien. Donc je pense que les politiques, malgré toutes les gesticulations ridicules qu'on peut voir actuellement, avec des textes qui sont ni faits ni à faire, on l'a vu sur l'impôt universel, hein, ou des textes qui sont complètement aberrants, ne serait-ce qu'au niveau de la syntaxe, du français, et de la compréhension du truc, sont jetés comme ça en pâture. Et ben je pense que voilà, ça se passerait pas nécessairement bien. Bon, donc voilà un peu où on en est. Et d'ailleurs, bon, il y a un magazine qui s'appelle politico.eu, Drama King. Voilà, je pense que c'est un peu en fait l'idée, un Drama King. C'est un peu l'équivalent. Le FMI alerte sur un risque de dérapage budgétaire important en France. Voilà. Mais c'est un dérapage budgétaire sur le long terme. C'est pas un dérapage budgétaire immédiat. L'agence de notation Moody's rend son verdict demain. Donc c'est aujourd'hui, hein, au moment où j'enregistre. 61% des Français jugent désormais négativement les choix du gouvernement. Ouais, à mon avis, surtout, c'est un peu le chaos pour l'instant. Je veux dire, on ne sait pas trop les amendements qui passent, le 49.3, etc. Il y a l'appel pour le 49.3, etc. On voit qu'au sommet de l'État, évidemment, les jeunes Mozart inexpérimentés socialistes de la finance sont toujours là, hein, et donc ils comprennent toujours aussi bien la situation. Donc voilà un peu le truc, hein, avec 3000 amendements sur le budget. D'ailleurs, je viens de voir un amendement. Les députés ont adopté la défiscalisation de la pension alimentaire pour le parent qui la reçoit. En fait, ce truc-là, ça peut paraître quelque chose de sympa parce que on peut imaginer par exemple que le parent qui la reçoit
et quelqu'un de pauvre. Donc on se dit, quelque part, les députés ont voulu être gentils, ils ont voulu épargner les parents qui touchent la pension alimentaire. Seulement, en fait, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que la défiscalisation de la pension alimentaire pour le parent qui la reçoit, mais donc ça veut dire avant, c'était fiscalisé sur le parent qui la reçoit. Mais on peut imaginer que justement, le parent qui la reçoit, en fait, eh ben, avait pas beaucoup de revenus, puisqu'il touchait la pension alimentaire. Hein. Donc quelque part, l'État prélevait peu, puisque au moment de la déclaration, bah, nécessairement, voilà. Alors que celui qui donne la pension alimentaire, lui par contre, il a des revenus nécessairement supérieurs, hein, puisqu'il a la pension alimentaire à donner. Donc ça veut dire que maintenant, dans ce nouveau système, en fait, c'est une astuce pour l'État pour récupérer plus d'argent, puisque vous allez taxer des gens qui ont plus de revenus, et vous allez faire en sorte pour qu'ils aient le maximum de revenus. Donc quelque part, ça va augmenter l'assiette en fait de la personne qui paye la pension alimentaire. Donc il a ses revenus, hein, il va devoir payer sur la totalité l'impôt. Et comme il y a la pension alimentaire qui va être réintégrée dedans, en fait, l'État va toucher beaucoup plus en ponctionnant sur lui qu'en ponctionnant avant sur le parent qui l'aperçoit. On s'aperçoit, je veux dire, quand on a analysé l'amendement, on a analysé l'amendement de l'impôt universel, quand on étudie bien en fait tous ces textes, on s'aperçoit que rien n'est fait pour une justice ou quelque chose comme ça. C'est juste fait par des gens qui sont payés de fait par l'impôt, hein, puisque tous ces gens-là en fait sont payés avec nos impôts, et enfin voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que leur seul but, ils peuvent se dire de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême tout ce que vous voulez, ou n'importe quoi. Leur seul objectif, c'est de remplir les poches de l'État en prenant dans la poche des Français. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment un problème. C'est vraiment un problème. Toutes ces lois-là qui sont présentées sous des formes, on peut dire quelque part humanitaires, on peut comprendre. Je veux dire, en fait, quand on regarde vraiment les effets de ces lois, quand on regarde aussi ce qui se cache derrière les lois, on s'aperçoit que le seul objet de leur travail, c'est de savoir comment est-ce qu'ils vont pouvoir pomper plus d'argent sur les Français. Hein. C'est quand même assez hallucinant en fait. Hein. Il n'y a pas de pitié. Hein. Il n'y a vraiment aucune pitié là-dedans. On aurait pu imaginer par exemple qu'il y ait une défiscalisation complète de la pension alimentaire. Hein. Mais là non. L'État va se servir encore plus grâce au divorce. Divorcer, et donc vous allez enrichir l'État. C'est quand même assez inique quand même comme façon de voir les choses. Hein. Donc pour en revenir à la notation, hein, si on regarde le timing, là on est le 25 octobre 2024 et c'est Moody's qui doit se prononcer. On voit que la prochaine notation doit intervenir dans un mois et ça sera autour de Standard & Poor's qui est déjà à A- avec une perspective stable. Hein. Et Fitch donc était à A-, a collé une perspective négative. Hein. Donc, et c'était le 11 octobre. Donc on voit quand même que cette période va être quand même un peu compliquée. Et après, quand ils disent date à venir, en fait c'est 6 mois après la date de la prochaine
Décision, généralement, c'est quand même 6 mois après. Donc vous avez septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Hein, ça, c'est pour DBRS. Mars, avril, ça sera pour Fitch. Avril, normalement, le budget aura été voté. La situation sera relativement claire. Et je dirais même, il est très probable qu'en avril, on sache déjà si on s'achemine vers d'autres élections législatives en juin. Donc avril, mai, juin, voilà, normalement, on sera probablement... Je pense que une fois que le budget sera acté, si j'ai bien compris, c'est plus ou moins en janvier 2025, le monde politique va passer directement en mode préparation de l'élection législative. Donc la campagne en fait législative risque de commencer dès début 2025, de manière peut-être pas en janvier, mais probablement je sais pas après les vacances de Pâques peut-être. Hein, de manière à, eh bien, à prévoir. Et puis, ce qu'il faut bien voir aussi, quand même, ce qui est important à propos de ces élections, c'est que les élections, elles peuvent être décidées au mois de juin, mais elles peuvent très bien être décidées plus tard. C'est-à-dire que à partir du mois de juin, une dissolution peut intervenir n'importe quand, hein, puisque la date, le délai de 1 an sera passé. À ce moment-là, une dissolution peut intervenir à peu près n'importe quand. Donc voilà. Je pense que ce qui peut se passer entre-temps au niveau politique, c'est que Barnier donc, travaille sur le budget. Est-ce qu'il restera par la suite? Ça, c'est une question. Il n'est pas impossible. Il n'est pas impossible hein, que les jeunes et inexpérimentés Mozart socialistes de la finance veuillent se débarrasser de lui pour mettre quelqu'un d'autre à la place, pour éviter qu'il devienne quelqu'un qui a réussi à faire voter le budget. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que pour le budget, en fait, il y a deux solutions en gros. C'est soit il passe avec le 49.3, soit il passe sans le 49.3. Si le budget passe avec le 49.3, bon, quelque part, ça sera un semi-échec pour Barnier. Bon, c'est un semi-échec parce que de toute façon, j'imagine que les gens, la plupart ne le voient pas passer sans 49.3. Mais si jamais il passait sans utiliser le 49.3, si jamais il arrivait à adopter le budget avec un certain nombre de concessions et que finalement ça satisfasse plus ou moins tout le monde, à ce moment-là, il en retirerait quand même un certain prestige. On peut pas trop choisir un autre mot. Et à ce moment-là, ça changerait quand même un peu la donne parce que ça veut dire que la droite, le macronisme se retrouverait, et puis même le Rassemblement national, hein, se retrouverait finalement avec quelqu'un d'extrêmement encombrant qui pourrait, alors à ce moment-là, légitimement prétendre au poste de président de la République. Moi, je suis à peu près persuadé de ça. C'est-à-dire que je pense que à partir du moment où Barnier réussit l'impossible, c'est-à-dire faire passer le budget sans 49.3, à ce moment-là, il aura gagné ses galons de président de la République, en tout cas de candidat. Je veux dire, il sera tout à fait légitimé dans ce rôle-là. Pourquoi? Parce que c'est précisément ce qu'on demande à un président de la République. Contrairement à la pratique depuis Sarkozy, qui est que enfin, bon, il y a eu un vide avec Hollande, hein, mais contrairement à la pratique qui s'est instaurée après le quinquennat, en fait, qui a été vraiment une erreur monumentale, le quinquennat, c'est un truc à vomir. Je veux dire, il faut absolument revenir à des durées de présidentielles qui durent 7 ans ou 10 ans, mais il faut du temps long. Un président de la République, c'est pas le gars qui doit courir à droite à gauche
et aller faire le guignol sur tous les coins pour éteindre les incendies ou pour aller faire des trucs. C'est pas ça le rôle. C'est marqué dans la Constitution. Le président, il doit présider. Le rôle du président, c'est des choses de long terme. C'est pas... Parce que c'est un rôle qui manque. Le problème, c'est, on le voit bien d'ailleurs dans la société française actuelle, il manque ce rôle-là. C'est le rôle normalement du président. Dans d'autres États, c'est le rôle de la reine d'Angleterre. Vous avez un président en Allemagne. Vous avez, voilà, vous avez ce rôle en Espagne. Vous avez aussi un roi, hein, en Belgique aussi d'ailleurs. Vous avez un rôle qui est un rôle qui n'est pas un rôle opérationnel. Hein. Ça, c'est très important. Et le rôle du président, il est marqué dans la Constitution. Ça aussi, je ne comprends pas pourquoi personne dans le pays qui a un tant soit peu de responsabilité politique n'interroge pas ça. Comment ça se fait qu'on a des présidents qui, en fait, ne respectent tout simplement pas la Constitution? Comment c'est possible qu'on ait des hommes politiques qui laissent faire ça? C'est juste hallucinant. Tous ces gens-là peuvent se plaindre que les Français vont pas voter, mais je veux dire, c'est eux-mêmes qui démonétisent leur propre gagne-pain. C'est juste fou, en fait. Donc, je pense que pour la première fois depuis longtemps, ça pourrait faire quelqu'un qui arrive à négocier les choses, à faire en sorte pour que la droite, la gauche, etc., arrivent à sortir quelque chose commun dans une période difficile. Nécessairement, il en tirerait les bénéfices, nécessairement. Je pense même, ça c'est un avis personnel, hein, je pense même qu'il en tirerait des bénéfices à tel point que ça serait difficile par la suite pour les jeunes Mozart inexpérimentés socialistes de la finance de rester en place. Je pense vraiment ça serait très difficile parce que quelque part ça éclairait d'une lumière assez vive l'incompétence, le manque de réalisme, le manque de tout en fait, ça mettrait la lumière en fait sur le vide, hein, sur le vide sidéral qu'il y a malheureusement en politique. Donc le truc c'est que voilà, je pense que c'est quelque chose de possible et c'est pas, et si jamais ça se passait, donc c'est pour ça, je pense aussi, en fait, il y a deux, quand on parle comme ça, en fait, il y a deux conséquences. La première conséquence, c'est que évidemment, vous avez tout un tas d'ambitions politiques qui sont extrêmement visibles, et donc vous avez tout un tas de gens qui ont intérêt, à vrai dire, à peu près partout, ils ont tous intérêt, en fait, à ce que le truc passe par un 49.3. Ils ont tous intérêt à ça, histoire de dire on nous a forcé la main, c'est un scandale, machin. Mais d'un autre côté, le problème c'est que s'ils obligent quelque part le budget à passer avec un 49.3, ils prennent le risque d'une déstabilisation financière de l'État, d'une déstabilisation sociale, et à ce moment-là, ça se retournerait directement contre eux, parce que les gens sont de moins en moins stupides. Moi, je me rends compte avec cette chaîne YouTube, vraiment à mon très modeste niveau, que finalement, les Français sont de plus en plus... ça, c'est grâce... Enfin, c'est pas grâce à ma chaîne, hein, c'est grâce à YouTube, c'est grâce aux réseaux sociaux, mais les Français, mine de rien, ils s'intéressent. Ils s'intéressent aux investissements, ils s'intéressent à l'économie, ils s'intéressent à la finance. Le coût des trucs des agences de notation, de la dette, etc. Avant la pandémie, c'est des choses, je pense, ça passait vraiment au-dessus de la tête de beaucoup de gens. Je pense que c'est plus le cas. Je pense maintenant les gens sont vraiment intéressés. Et puis, ça a quand même fait les gros titres des journaux, la dette, etc. Les gens se rendent bien compte qu'il y a quelque chose qui se passe. Ils s'y intéressent, ils se forment. C'est pas facile, hein. Je veux dire, l'histoire des taux d'intérêt, du spread, de tous ces trucs-là, c'est pas facile, hein. Je veux dire, pour quelqu'un qui n'a pas fait d'études sur ces sujets-là, il faut prendre du temps pour comprendre,
pour écouter un peu ce que disent les gens sur ces sujets-là. C'est pas facile, mais les Français font le travail. Hein, les Français font le travail et je pense qu'ils comprennent quelque part assez bien assez bien ce qui se passe, et je suis vraiment persuadé qu'ils ne pardonneraient pas aux partis politiques d'avoir foutu la brouille et de mettre dans le pays vraiment dans un gros problème au niveau de la dette. Je rappelle, il y a la dette publique et il y a la dette privée. Hein. Les dettes privées, nécessairement, ça pose un problème au privé parce que ça amène la faillite des entreprises et le chômage et la pauvreté, etc. Mais ça se passe déjà dans le domaine privé. La dette ou la faillite d'un État, c'est exactement l'effet inverse. C'est-à-dire que c'est pas le privé qui prend le problème, mais par contre, c'est directement l'État. C'est ce qui s'est passé en Grèce, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'État ne peut plus payer ses fonctionnaires et ne peut plus payer ses retraités, etc. C'est donc ça le problème. Donc, si vous voulez, les gens de gauche, ils peuvent vouloir à peu près tout et n'importe quoi proposer des textes qui n'ont pas de contexte, hein. Mais si jamais ils en venaient en fait à planter les finances de l'État par leur action, je pense que ça serait déjà leurs électeurs qui en premier viendraient leur reprocher. Alors déjà que le NFP, hein, ils sont clairement en minorité, je dis quelque part, l'idée d'avoir un Premier ministre NFP, c'est juste un gros délit. Enfin, je veux dire, ces gens-là, ils sont visiblement, ça se voit maintenant dans le budget, ils sont extrêmement minoritaires par rapport à l'arc de droite, qui est évidemment très majoritaire. Donc voilà, en fait, la seule chose qui leur reste, c'est peut-être les cris de Gremlins dans le fond de l'Assemblée nationale. Et pour le reste, je préfère pas en parler pour être gentil. Voilà, donc demain, la notation Moody's, normalement, ça ne devrait pas changer grand-chose parce que dans le pire, on va dire, dans le pire des cas, la notation elle sera abaissée à 3. Je pense pas que Moody's puisse abaisser ça directement, par exemple, à 1 par en 6 mois. La situation d'un pays, elle ne change pas aussi rapidement, c'est pas possible. Donc quelque part, on restera, pour Moody's, dans la haute qualité, la bonne qualité de dette. Donc je pense que voilà, ça n'aura pas d'impact. Hein. Je pense vraiment que ça n'aura pas d'impact. Ça aurait un impact si Moody's attribuait à 1. Alors là, oui. Là, je pense que là, ça serait vraiment un signal plus qu'inquiétant. Ça serait un signal de défiance. Ça serait vraiment un signal de défiance. On resterait dans la qualité moyenne. Enfin, on passerait dans la qualité moyenne, même si elle est supérieure, mais ça serait vraiment un signe de défiance et ça serait un gros problème. Mais vraiment, moi je pense pas. Je pense que voilà, ça se cantonnera à ça. Et il est probable que les agences de notation finalement attendent bon, déjà fin novembre, on en saura plus, peut-être
sera passé, etc. Donc voilà, c'est Standard Poor's qui va probablement décider du truc. Euh, Par contre, ce qu'il faut absolument bien noter, eh bien, ça va être ça va être la notation suivante de Fitch. La notation suivante de Fitch, en mars-avril, là pour le coup, ça comptera beaucoup, parce que si jamais ils amènent la note A- à plus, à cause du négatif qu'on voit ici, et la notation qui avait déjà été choisie, en fait, par leur modèle, et ben, à ce moment-là, ça serait quand même assez problématique, et ça aurait tout un tas de conséquences, parce qu'il faut bien